Bonjour et bienvenue à Hockey le Magazine. Aujourd'hui, on a rencontré pour vous l'ancien des Cataractes de Shawinigan, Alexandre Burrows. Deux Québécois qui ont roulé leur bosse partout au hockey professionnel, Daniel Gonneau et Éric Hood. Et dans quelques instants, Raphaël Doucet rencontre Denis Baillarger au sujet du 40e anniversaire de la Ligue de hockey Midget 3. Bonne émission! Hockey le Magazine est une présentation de Elite Hockey. Elite Hockey, repoussez les limites de votre jeu. En collaboration avec vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution. Denis, déjà un 40e anniversaire pour la Ligue Midget 3 du Québec. Ça représente quoi pour le circuit, cet anniversaire-là? Au fil des années, on est passé de 5 équipes à 6 équipes, 8 équipes, 10 équipes, 12 équipes, 16 équipes et maintenant 15. Donc, c'est sûr que c'est difficile de diviser le Québec en 15 parties égales. Et je pense que c'est le travail qui se fait dans chacune des régions qui fait que le produit sur la glace se ressemble. Et je pense que ça va être une des bonnes saisons de l'histoire de la Ligue. Maintenant, les calendriers sont faits souvent sur 2 ans, où il y a des équipes, des extrémités qui se rencontrent à chaque année, mais ne reçoivent pas l'autre équipe à toutes les années. De plus, la Ligue, depuis 10 ans, organise, on appelle ça le Challenge Midget 3A, CCM. Puis, à cet événement-là, il y a des parties qui comptent dans le calendrier régulier. Puis on en profite pour placer souvent des matchs des équipes des extrémités. Donc, ça coupe des voyages. Je te dirais qu'on fait moins de voyagements que au début des années 2000. Pour le commun des mortels, si vous aviez à expliquer un peu le territoire que couvre le Midget 3A, c'est quand même, il y a des équipes aux 4 coins du Québec. Oui, ça couvre tout le Québec. De la Gaspésie à Amos, en Abitibi, on est partout. Les équipes couvrent chacun de ces territoires-là. On a 4 territoires dans notre circuit qui sont des territoires qu'on trouve qui ont un petit peu moins de joueurs que les autres. Donc, une fois que les camps d'entraînement sont débutés, à tous les semaines, pendant 3 semaines, les équipes doivent protéger un nombre de joueurs et les plus petits territoires peuvent récupérer des joueurs pour aller chercher un petit peu plus de profondeur pour leur équipe. C'est un peu comme ça qu'on procède depuis qu'on est 15 équipes et je pense que la formule présentement est très bonne. Si vous me parliez du niveau de jeu présentement en 2015-2016 par rapport aux dernières saisons? Le fait qu'il y a une très grande parité. Le fait aussi, écoute, nos entraîneurs sont à temps plein avec nos équipes. Ça, c'est quelque chose que... La professionnalisation de nos entraîneurs, c'est un dossier qu'on a travaillé longtemps et maintenant, c'est une réalité. Fait que c'est sûr que nos équipes sont sur la glace 6 jours sur 7, sont en gymnase, font du vidéo. Tous nos matchs sont sur le web, sont décortiqués après chaque partie par les entraîneurs. Donc, c'est quasiment une petite équipe de hockey professionnel. Est-ce que toutes vos équipes font partie d'un programme sport-études? Il y a 14 et 15 équipes qui font partie d'un programme sport-études. C'est nous autres qui avons instauré les premiers programmes sport-études milieu des années 80. Ça avait commencé avec l'équipe de Montréal-Bourassa. Et par la suite, c'est les sports-études qu'on connaît maintenant, multi-sport. Mais au début, ça a commencé avec des équipes de hockey, puis c'est la Ligue Midget 3 qui avait débuté ça. Puis le Midget 3A, quelle importance est-ce que le circuit accorde justement aux études? Bien, dès les premiers pas, dès 1976, la Ligue s'était donné 2 objectifs. Le premier objectif, c'était sur la glace, d'être performant, de préparer des joueurs pour les circuits qui sont au-dessus de nous et les études. Ça a toujours été quelque chose de très, très important. Et je te dirais, depuis le milieu des années 80, les drogues, le dopage, l'implication sociale est devenu un 3e volet que les équipes de la Ligue de hockey Midget 3 mettent beaucoup d'importance. Quels seront les enjeux du circuit Midget 3 au cours peut-être des 5 prochaines années? On veut donner de plus en plus de services individuels à nos athlètes. Donc, pour y arriver, je pense qu'on va diminuer le nombre de matchs. On parle de diminuer le nombre de matchs, sûrement d'au moins 10 d'augmenter la fréquence des entraînements individuels et aussi de donner du repos à nos joueurs durant la saison.
On regarde que ces jeunes-là, souvent, quittent la maison au début du mois d'août et ils n'ont pas beaucoup de congés. Et en ce sens-là, on pense au mois d'octobre de donner un congé aux joueurs pour qu'ils reprennent le dessus. On pense que le repos fait partie du développement d'un athlète. Le joueur que nous cherchons a évolué au hockey mineur dans la région de Beauharnois. Sans jamais être repêché, il joue depuis 10 ans dans la Ligue nationale de hockey. Est-ce A. Marco Scandella, B. Alexandre Burrows ou C. Jason Pominville? La réponse après la pause. La réponse B. Alexandre Burrows est arrivé sur le tard dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec les Cataractes de Shawinigan. Il a dû trimer dur, passant même par la Ligue de la Côte-Est, avant d'accéder à la Ligue nationale de hockey à 24 ans. Nous l'avons rencontré pour notre segment du Québec à la LNH. Alex, parle-moi un peu de ton parcours au hockey mineur. Où est-ce que tu as joué? Quand j'étais jeune, mon hockey mineur, je l'ai commencé à Westlake, ça s'appelait, c'est dans l'ouest de Montréal, dans la région de Vaudreuil-Soulanges. Et après ça, ça a changé de nom pour la Presqu'île. Puis dans le double lettre ou le double A, c'est le Lac-Saint-Louis-Ouest. C'était une super bonne équipe, super beau encadrement, puis on a eu beaucoup de plaisir. Parle-moi un peu de ton plus beau souvenir au hockey mineur. Y en a-tu un qui te vient en tête tout de suite? Bien, mon plus beau souvent, c'est avec mes amis avec qui j'ai joué là, à novice à Pee-Wee Bantam. C'est encore mes meilleurs chums dans ce moment. Là. On se voit à des tournois de golf, on fait des fins de semaine de boys ensemble. Nos familles sont proches. C'est tout ça, les beaux souvenirs que j'ai, c'est encore vraiment mes amis proches. Puis sur le côté hockey, c'est sûrement le tournoi Pee-Wee de Québec, dans le Pee-Wee 2B. Encore avec mes chums, là, on avait gagné 1 ou 2 matchs, puis on s'était rendu un petit peu plus loin dans le tournoi. Puis on était déçus d'avoir perdu, mais c'était un souvenir que tout le monde se rappelle. Tu parles du tournoi de Pee-Wee comme d'un événement marquant. Y a-t-il des entraîneurs qui t'ont marqué? Pas vraiment dans le hockey mineur. L'affaire, c'est les entraîneurs, c'est comme les pères de mes chums. Que c'est toujours le fun, ils nous ont encouragés, ils nous ont supportés, ils nous ont essayé de nous enseigner un petit peu la base du hockey. Puis eux autres, ils avaient joué un peu quand ils étaient plus jeunes, puis c'est surtout ça qui est des bons souvenirs. Puis à partir de quel âge tu as commencé à croire que tu pouvais te rendre loin? Ah, moi, ça a été vraiment tard. J'ai pas le parcours habituel de tous les joueurs de la Ligue nationale. Moi, je te dirais, c'était à l'âge de 19-20 ans même que j'ai commencé à croire que peut-être ça serait possible. J'ai commencé à jouer dans le junior majeur à 19 ans à Shawinigan. Puis là, c'est ma première année dans le junior, puis la première fois que je pratiquais à tous les jours, puis que vraiment, le hockey, c'était vraiment qu'est-ce qui était le plus important dans ma vie avec l'école. Puis évidemment, avec Denis Franqueur, notre entraîneur, dans ce temps-là, avec les Cataractes, on avait l'assistant-entraîneur, c'était Benoît Gros. Puis on avait une très bonne équipe là, avec des Marc-André Bergeron, Jason Pominville, Zbigniew Michalek, Radim Verbata, qu'on avait vraiment des bons joueurs, eux qui étaient draftés dans la Ligue nationale. Puis à force de jouer à chaque jour avec eux ou pratiquer avec eux, je me suis dit, si eux, ils sont draftés en 2e ronde, 4e ronde, peu importe, puis je compétitionne avec eux, peut-être que j'aurais une chance de me réaliser mon rêve, me rendre dans la Ligue nationale. Puis tu parles un peu de ton parcours atypique. Quel conseil tu pourrais donner à un jeune qui rêve de jouer dans la Ligue nationale puis qui est présentement dans le hockey mineur? Là? Le hockey mineur, moi, comme par exemple à mon école de hockey, où souvent je me fais solliciter pour aller à des écoles de hockey, puis c'est souvent le même message que j'ai, c'est surtout, numéro 1, d'avoir du plaisir à un jeune âge, d'aller à l'aréna, puis d'avoir du plaisir avec tes amis, embarquer, puis avoir du fun à voir y aller à l'aréna. Parce que s'il n'y aura pas de plaisir, là, ça donne à rien d'être poussé par les parents ou par le mononcle ou peu importe. C'est vraiment d'avoir du plaisir, numéro 1. Numéro 2, je leur dis souvent, c'est de travailler fort. Vraiment, toutes les fois qu'ils embarquent sur la glace, c'est un chiffre, une pratique. Travailler fort, puis vraiment compétitionner, puis essayer de soutirer le maximum en travaillant fort. Puis le 3, le plus important, c'est je leur dis d'écouter les entraîneurs. C'est d'écouter les consignes des entraîneurs qui sont là pour les aider, ils sont pas là pour leur crier après, ils sont là pour les encourager puis les aider à se développer. Puis s'ils sont capables de faire ces 3 choses-là, souvent, là, ils vont avoir beaucoup de succès. Puis souvent, quand les parents sont aux alentours, je leur dis une 4e chose, c'est d'écouter leurs parents. Je sais que les parents ils aiment beaucoup ça. Puis en même temps,
il y a beaucoup de monde qui vont tirer, vont donner des conseils, des entraîneurs ou d'autres parents, mais ultimement, là, le plus important, c'est si tu peux avoir un conseil de ton père ou de ta mère qui te supporte, qui veut ton bonheur, qui te donne de l'amour. Je pense surtout à un jeune âge, c'est vraiment important. Plus jeune, est-ce que tu avais des idoles? Des joueurs que tu regardais? Oui, vraiment. J'étais un grand fan de Patrick Roy, évidemment. J'étais un grand fan du Canadien. J'ai grandi dans les années 80-90, que je me rappelle de 86. J'étais très jeune, mais 89 quand ils ont perdu contre les Flames, 93 quand ils ont gagné. Patrick Roy, évidemment. Toujours Jacques Demers, ça a tout le temps été une personne qui m'a beaucoup plu. Je l'ai rencontré au par après. Puis, quelle bonne personne, quel bon coach. Après ça, évidemment, comme joueur, j'aimais beaucoup Mats Naslund dans les débuts des années 90. Puis à l'extérieur de la Ligue nationale, Mario Lemieux, c'était tout le temps, c'est souvent mon joueur préféré là, dans la Ligue nationale. Merci, Alex. Ça fait plaisir. En compagnie de Éric Hood, qui a joué 30 matchs avec le Canadien de Montréal à la fin des années 90, et de Daniel Gonneau, qui a joué 53 matchs avec les Rangers de New York. Messieurs, quelques années plus tard, quel regard vous portez un peu sur votre carrière, si on commençait par toi, Éric? Bien, écoute, moi, c'est certain, j'étais content de ma carrière. J'étais un choix de 9e ronde du Canadien. Même junior, j'ai été un bon joueur, mais rien d'extraordinaire. Donc, pour moi, de seulement jouer dans la Ligue nationale, même si c'était seulement 30 parties, bien, c'était tout un exploit. Donc, des fois, on voit l'inverse. Tu es un choix de première ronde, ça n'a pas bien fonctionné. Moi, j'étais un choix tardif. Personne ne s'attendait à ce que je fasse la Ligue nationale. J'ai quand même réussi à jouer une trentaine de parties. Donc, pour moi, très satisfait. Daniel? Oui, bien, c'est ça. Moi, je veux dire, j'ai été repêché en 2e ronde. Et puis, c'est sûr, j'ai peut-être eu un petit peu plus de chance que d'autres, comme Éric, qui ont été repêchés sur le tard. Mais moi, je suis arrivé à New York, puis il y avait déjà de très gros noms. Et puis, ils m'ont donné une chance, puis j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais. Puis, j'ai été capable de percer l'alignement. Mais à un moment donné, le côté business fait qu'avec beaucoup de transactions, des fois, le jeune, il se fait tasser. Puis, c'est ce qui a fait un peu partie de la game. Puis, ça a été quoi ton plus beau souvenir de ta carrière dans la Ligue nationale? C'est sûr que mon premier but de le scorer à mon premier match à Montréal, là, ça, c'était quelque chose d'important. Éric? Bien, le premier match en tant que tel, comme vous avez vu, c'était une surprise. Juste de jouer un match, moi, j'étais heureux, j'avais réalisé le rêve de ma vie. C'est certain, après, t'en joues 2-3, t'en joues une dizaine, une vingtaine. Oui, le premier but, comme Daniel disait, c'est tout le temps, wow, là, ça va toujours rester marqué, que tu as quand même réussi à marquer un but. Donc, premier match exceptionnel, un but, c'était la cerise sur le sundae. Bon, après votre carrière dans la Ligue nationale, vous avez tous deux joué dans la Ligue américaine et en Europe. Parlez-moi un peu de votre expérience en Europe, à commencer par toi, Daniel. Bien, moi, c'était quand même le fun parce que j'avais ma femme et mes 2 enfants qui m'ont suivi pendant 4 ans en Europe, dans 4 pays différents. Et puis, ma dernière année, j'ai joué en Autriche. Et puis, avec mes enfants qui commençaient à l'école, puis ma femme, ils sont restés ici. Je suis revenu dans le temps des fêtes. Puis, j'ai trouvé ça un petit peu difficile. Puis, j'ai quand même été chanceux quand on est revenu à la fin de la saison. Roxborough Excavation, une compagnie de construction, ils m'ont donné la chance de rentrer avec eux durant l'hiver pour m'engager dans la construction. Fait que le cheminement s'est fait assez rapidement, que j'ai pas eu un deuil à faire par rapport au côté hockey. C'est sûr que pas eu à avoir rien avant de moi. Je serais probablement retourné en Europe pour une autre année ou 2. Mais là, j'ai été capable de faire un choix de carrière différent. Et toi, Éric, l'Europe? Bien, moi, j'ai adoré l'expérience. Écoute, j'ai joué 7 ans en Europe. Comme Daniel disait, avec les enfants, la femme, c'est tout le temps intéressant. Et puis, moi aussi, je crois que j'avais fait le tour. J'avais joué 7 années en Europe, j'avais joué 5 ans ici en Amérique du Nord. Donc, à un moment donné, il faut tourner la page, qu'on ait 32, 35 ou 40. Donc, moi, avec les enfants, c'était rendu important de revenir et de rester au Québec. Et puis, j'ai été chanceux. Écoute, j'ai pu rester dans le hockey. Maintenant, j'enseigne du hockey, que ce soit sous forme d'école de hockey, là, au 4 glaces de Brossard, que je m'occupe de tout le programme hockey, ou à l'Académie Juillet, à Candiac, il y a un sport-études de maternelle à 6e année, ce qui est quand même assez exceptionnel. Et puis moi, je suis l'entraîneur de hockey. Puis, bien, des fois, on se côtoie depuis quelques temps, là, depuis le printemps dernier à RDS. C'est une expérience que j'adore. Puis oui, je suis resté dans le hockey. J'ai quand même été chanceux de ce côté-là. Vous avez tous les deux des petits gars. S'ils veulent jouer au hockey, ça va être quoi la réponse, Dan? Moi, mon garçon, c'est un gars de soccer. C'est du soccer intercité à l'année longue. Fait que je me suis sauvé du fardeau d'être à l'aréna à 6 h le matin comme mes parents le faisaient quand j'étais plus jeune. Fait que je suis correct de ce côté-là. Toi, Rick, tes gars, ils jouent au hockey. C'est des bons joueurs aussi, pas pour les vanter. Et puis, ils adorent ça. Écoute, moi, je les entraîne, j'adore ça aussi. C'est certain, avec le vécu que j'ai eu,
Je sais un petit peu qu'est-ce que ça prend, qu'est-ce qui me manquait aussi, sans dire qu'ils vont faire des joueurs professionnels. C'est important, surtout au niveau de l'adolescence, s'ils viennent à jouer junior au collège américain. De moi, je l'ai vécu, que c'est difficile l'après-carrière, donc les préparer, que si tu veux faire une carrière, oui, mais les efforts, mais il y a quelque chose d'autre aussi après, là. Messieurs, vous avez tous les deux joué dans la Ligue nationale. Vous avez de quoi être fiers. Je vous souhaite bonne chance dans le futur et merci beaucoup. Le portrait de la semaine. Une présentation de Easton Hockey. Easton Hockey, conçu pour marquer. En compagnie de Gabriel David des Élites de l'Estrie Midget 2A. Gabriel, parle-moi un peu de tes débuts au hockey. À quel âge tu as commencé et pourquoi? J'ai commencé à 4 ans parce que mon frère était plus vieux puis il jouait souvent au hockey aussi. Puis je jouais avec lui ses patinoires dehors l'hiver ou dans la rue. Pourquoi qu'est-ce qui t'a attiré au hockey en voulant dire peut-être que pour certaines filles, c'est pas vraiment le hockey qui est le sport de prédilection. Toi, c'était vraiment le hockey? Ouais, c'est ça, parce que je suivais pas mal mon frère, puis tous ses amis, c'était des gars. Fait que moi, j'étais plus attirée sportivement et non à jouer au Barbie comme toutes les filles. Fait que c'est sûr que j'aimais pas mieux jouer avec les amis à mon frère que, mettons, les amis filles, là. Puis au début, tu jouais uniquement avec les gars. À quel âge tu as commencé à jouer avec les filles? J'ai commencé, puis oui, première année, parce que là, je pouvais plus jouer avec les gars. Ils commençaient à être plus matures, puis c'était contact. Fait que c'est pas mal à cet âge-là que j'ai arrêté de jouer avec les garçons. Puis parle-moi un peu de ton expérience. L'an dernier, à 15 ans seulement, tu as fait équipe Québec des moins de 18 ans et vous êtes allé remporter la médaille d'or aux Jeux du Canada. Un bel exploit. Fais-nous revivre ça un peu. C'est sûr que ça va être... je vais m'en rappeler toute ma vie. C'était pas mal la plus belle expérience de toute ma vie. C'était un peu comme les mini-jeux olympiques, mais en plus jeune. Tout ce qui était hors hockey, mettons, on allait visiter d'autres, la ville de Prince-Georges. Il y avait des spectacles le soir. Après ça, on allait voir d'autres sports, bien sûr. Ça, c'était vraiment le fun. Après ça, c'est sûr qu'on encourageait tout le temps le Québec. C'est ça, c'était un peu... on était comme une gang, même si on n'était pas le même sport, on s'encourageait toutes, puis c'était vraiment le fun, là. Est-ce que c'est ton plus beau souvenir en carrière? Ouais, à date, oui, c'est le plus beau, là. Bien, c'est sûr que quand on décide de prendre des joueuses de 15 ans, c'est pas une décision qui est simple. La question qu'on se pose tout le temps, c'est est-ce qu'un jour... Moi, je me pose deux questions. Est-ce qu'elle va être dominante sur la patinoire à 17 ans, puis est-ce qu'elle va être dominante aussi comme leader en dehors de la glace? Puis on répondait oui à ces deux questions-là, là. C'est assurément une joueuse qui va jouer un jour sur l'équipe nationale, puis qu'il va avoir un rôle important à ce niveau-là. Bien, c'est sûr qu'à 15 ans, nous autres, ce qu'on aimait beaucoup, c'est qu'à un moment donné, on avait oublié qu'elle avait 15 ans. C'était ça, sa grande qualité, là. Elle fonce tout le temps. Autant sur la glace qu'hors de glace, tu sais, la qualité athlétique de la fille, là, c'est un exemple d'un test physique, c'est tout le temps dans le top. Puis sur la patinoire, bien, elle faisait tout bien. Elle avait un rôle correct dans l'équipe. C'était pas un rôle de premier plan. Je voulais pas qu'elle soit vraiment la fille qui a de la pression sur ses épaules, là. Viens apprendre, viens vivre les jeux. Puis finalement, elle a eu un tournoi extraordinaire. Gabriel David, c'est un joueur d'énergie. La défaite ne fait pas partie de son vocabulaire. Elle va tout faire pour gagner. D'après moi, elle joue à n'importe quel jeu. Il faut absolument qu'elle gagne. La défaite, elle va donner tout ce qu'elle a. Il y en a qui s'amusent à dire qu'elle a les yeux de Maurice Richard quand elle se met à jouer. Elle n'a pas le droit de perdre. Puis comment tu entrevois la suite des choses pour toi au cours des prochaines années? L'an prochain, le cégep, est-ce que tu as décidé où tu allais jouer? Non, pas encore. Là. Je vais regarder en fin de semaine. C'est sûr, j'ai une petite idée, mais il va falloir que je regarde un peu, j'aille visiter puis, pour confirmer mon choix, là. Puis est-ce que tu rêves éventuellement au hockey universitaire? Oui, ça c'est sûr, mais je suis pas encore rendue là. Je sais pas si je reste au Québec ou je vais aux États-Unis, là. Mais j'aimerais ça continuer, ça c'est sûr. Merci Gabriel et bonne fin de saison. Merci. Sur la glace, une présentation de Elite Hockey. Elite Hockey, repoussez les limites de votre jeu. Dans la chronique Sur la glace cette semaine avec Jocelyn Vinet,
de Hockey Québec. Jocelyn, cette semaine, tu veux nous parler de situation d'approche au porteur et dans une situation aussi où il y a une sortie de zone. Oui, Denis. Alors, ce qui est important dans l'approche au porteur, c'est de voir le joueur amener le joueur offensif en sortie de zone pour être capable de fermer la distance et de récupérer la rondelle avec une bonne technique au bâton. Mais dans la situation où on a une passe effectuée à l'ailier rapproché, il y a deux situations qu'on va voir, c'est-à-dire le surveillant rapproché qui va établir un face-à-face et un arrière qui va également arriver face-à-face au joueur où là, il y a des restrictions à se rappeler. J'ai bien hâte de voir ça, Jocelyn. Cette fois-ci, on va démontrer l'approche au porteur avec la mise en échec corporelle. Toujours très important de garder la barrière pour éviter que le joueur adverse avec la rondelle revienne et s'assurer d'appliquer la zone d'impact pour compléter la mise en échec corporelle. Toujours dans le but, bien sûr, de faire perdre la rondelle à l'adversaire. On y va? Go! Approche avec la barrière, on patine, fait perdre la rondelle, mise en échec corporelle. Alors, croisement pour l'approche, barrière, soulevé du bâton, mise en échec corporel. On patine avec une approche en angle, bâton en avant, soulevé, mise en échec corporel. Dans notre deuxième séquence, on va voir comment un arrière peut effectuer ce qu'on appelle un jeu de face en approche. Il doit obligatoirement également jouer le palette à palette, c'est-à-dire établir aucun contact physique ou mise en échec corporel de face. On fait la démonstration. C'est parti, les gars! Et de cette façon-là, en établissant le palette à palette, on est efficace contre l'adversaire. On y va avec deux démonstrations. Go! Situation de sortie de zone. Défenseur approche de face. Oui, excellent. Situation de balayage palette à palette. On y va avec une deuxième démonstration. Go! Situation de sortie de zone, deux mains sur le bâton, palette à palette, on fait perdre la rondelle au joueur. On a vu différentes situations sur la patinoire. Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier? Bien, dans l'approche au porteur conventionnelle, c'est important que notre joueur s'approche en angle du joueur offensif en sortie de zone, réduise l'espace et utilise la bonne technique au bâton dans le but de faire perdre la rondelle au joueur offensif. Au niveau de la sortie de zone, ce qui est important, c'est de tout simplement arriver à faire une approche palette à palette, éviter tout contact physique ou mise en échec corporel, puisque cela amènerait à une mise en échec illégale et une punition pour le joueur. Excellent. Merci beaucoup, Jocelyn. C'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine à Hockey le Magazine, un joueur jamais repêché qui a disputé plus de 800 matchs dans la Ligue nationale de hockey, nous vous présentons Pascal Dupuis. Un portrait de Samuel Poulain, le fils de Patrick, l'ancien joueur des Canadiens de Montréal. Et, en compagnie de Raphaël Doucet, je vous parle de mon environnement de travail entre les bancs des deux équipes lors d'un match du Canadien au Centre Bell. Tout cela et bien plus encore la semaine prochaine à Hockey le Magazine. Hockey le Magazine est une présentation de Elite Hockey. Repoussez les limites de votre jeu en collaboration avec vos concessionnaires Subaru du Québec. Confiance et évolution.